arrivant, la première chose, c'est le contexte de l'opération, le contexte urbain, le fait que le terrain se situe en cœur d'îlot, en extension d'une école existante et puis entouré d'habitations. En architecture, ce sont des contextes un peu spécifiques quand le projet en fait, est vu sur ces 5 façades. À la fois, bien sûr, les 4 façades verticales et puis la toiture. Et donc, un des grands enjeux de l'opération, tout de suite, a été la façon dont nous pourrions traiter volumétriquement l'ensemble du projet. Dès la lecture du cahier des charges, c'était aussi celui du programme, avec une réflexion sur les qualités d'ambiance, à la fois au niveau des lieux de circulation, qui sont des lieux de partage, et puis au niveau des salles de danse pour lesquelles on voulait une volumétrie particulière. Et puis après, il y a quand même des partis pris importants qui ont émergé. Ces partis pris, c'était déjà une réflexion sur la géométrie du bâtiment, son implantation, la manière dont il pouvait entrer en résonance avec un environnement existant, autant en termes de volume que de matière, que de qualité de teinte. Et puis la question des rapports avec l'existant, c'était aussi cette 5e façade avec ce travail sur la volumétrie, la géométrie des toitures. Le principe était d'être plutôt dans les tonalités beiges et de plutôt travailler sur des matériaux d'origine minérale. Donc petit à petit, on s'est orienté sur la brique, mais ce n'était pas une évidence dès le départ. Au concours, on était plutôt dans du bois qui était clarifié, etc. Mais au fur et à mesure du projet, des discussions avec la maîtrise d'ouvrage, etc., il nous est apparu que la brique serait un matériau beaucoup plus pérenne pour ce type d'environnement dans une cour d'école. Et le travail de la toiture, c'est un peu similaire. Il fallait à la fois faire en sorte qu'on ne voit bien évidemment pas tout ce qui était équipement technique, mais aussi qu'on crée une sorte d'événement pour les habitants qui sont autour. Donc voilà, d'où cette tuile émaillée blanche qui s'inscrit à la fois dans cet environnement et puis en même temps créer un événement architectural. Le projet s'inscrit également dans une démarche qui est celle de l'agence sur l'utilisation des matériaux naturels. Donc il y a une réflexion constructive qui a été aussi particulière, avec l'utilisation d'une sorte de squelette béton qui était avec les planchers et les poteaux, qui était une sorte d'obligation qui était liée aux contraintes acoustiques qui sont très élevées. Mais il y a aussi un dispositif constructif en bois qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui est tout le squelette, toute l'armature de l'enveloppe et des toitures, qui était donc plutôt une filière sèche. Et puis tout ce qui est matériaux d'enveloppe, c'est des matériaux qui sont d'origine de matériaux naturels, comme la brique, la tuile émaillée, les menuiseries en bois. Ça a été aussi conduit dans les aménagements intérieurs, avec l'utilisation du chêne en parquet, des enduits à l'argile sur les murs. C'est à la fois donc une démarche volontaire qui fait référence à l'artisanat. Il y a une adéquation peut-être aussi entre cette démarche artisanale et puis l'idée de la musique, enfin l'idée peut-être d'une forme de sensibilité dans la mise en œuvre de certaines matières. On trouvait que ça a trouvé une résonance aussi avec la thématique, avec le programme, avec le sujet. En fait, tout cet espace était précédemment une salle de classe que nous avons transformée en entrée du conservatoire. Et l'enjeu en fait, de l'arrivée dans le conservatoire était de créer une transition entre un espace d'éducation, un espace bruyant, vers un espace calme. Donc, la première chose a été de développer un sas acoustique, traité en fait par les plafonds acoustiques et puis par tous les différents traitements acoustiques à l'intérieur des circulations, que sont les alcôves. Et voilà, cette transition sonore permet de changer d'état d'une certaine manière, d'un espace bruyant, un espace complètement insonorisé. D'ailleurs, ça marche assez bien, parce que quand on voit les salles de classe qui pénètrent à l'intérieur de l'équipement, tout d'un coup, les enfants parlent moins fort, ils marchent plus lentement, et donc voilà, cet état corporel est rendu possible par, à un moment donné, une qualification spatiale particulière, en fait. Là, le principe, en fait, des circulations, des espaces d'attente ou de concentration, c'était de travailler plutôt avec des matériaux chauds et puis des matériaux à la matérialité sombre. Enfin, il y a 3 matériaux principaux. En fait, il y a le bois, le chêne, en fait, qui est utilisé pour les parquets, pour toutes les alcôves, pour l'escalier et pour les cadres de fenêtres, et aussi pour toutes les menuiseries extérieures. Les fenêtres, en fait, sont faites en chêne. On a un deuxième matériau principal qui est l'enduit d'argile, qu'on va retrouver, en fait,
sur tous les murs. Et puis le troisième matériau en fait est les plafonds. C'est une toile tendue donc réalisée par une artiste d'art contemporain qui s'appelle Marie Maillard, qui a travaillé à la demande de la ville de Versailles et puis de la nôtre sur le sujet de la musique, de la danse, de la nature et du soleil. Différents sujets qui font référence à la fois au sujet en fait, du programme et puis bien sûr à la ville de Versailles, à l'histoire de la ville de Versailles. Voilà, donc là on est dans une des salles de danse, dans la grande salle de danse, et on est dans un changement d'atmosphère assez radical, puisqu'on passe de ces lieux qui sont confinés, sombres, à un espace qui est beaucoup plus abstrait, une vraie réflexion à la fois sur le volume et sur l'apport de la lumière naturelle, qui nous semblait être le cadre adapté pour le mouvement du corps. Il y a plusieurs types d'ouvertures ici qu'on pouvait ressentir en fait de l'extérieur. Il y a bien sûr l'ouverture zénitale qui est à la fois un apport de lumière diffuse sur l'ensemble de la pièce et puis ces grands vitrages en fait qui cadrent sur l'extérieur au niveau de la végétation, des ouvrants de ventilation. À chaque usage ou type d'usage, voilà, apporter de la lumière et ventiler, cadrer sur le paysage, ventiler en partie basse, ouvrir sur l'allée charretière, correspond une forme de fenêtre. L'idée, c'est de ne pas développer des dispositifs homogènes en fait, qui ne permettraient pas de ressentir ces usages depuis l'extérieur. Donc voilà, ça permet, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'une certaine manière, de percevoir ce à quoi peuvent servir ces ouvertures et puis de percevoir depuis l'extérieur ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc on a un travail acoustique particulier dans le conservatoire de manière générale et puis dans cette grande salle de danse en particulier. Il faut comprendre que les murs ont une épaisseur de près de 80 cm. En fait, on a bien sûr la brique extérieure, une lame d'air, on a une ossature bois d'une quarantaine de centimètres qui est entièrement remplie d'isolants acoustiques et thermiques. Puis après une double peau intérieure qui est constituée de 3 plaques en fait, de plâtre et de bois qui permet en fait l'isolation. Et une autre peau intérieure qui est une peau de plâtre perforé, elle-même renforcée par un nouvel absorbant acoustique. On voit par exemple ce genre de dispositif qui sont des rideaux acoustiques qui font un poids d'environ 500 grammes par mètre carré. Et ces rideaux permettent de moduler en fait l'absorption sonore dans la pièce selon qu'ils sont tirés ou qu'ils sont rangés. Les formes des toitures et donc des salles de danse ne sont pas orientées de la même manière et l'apport zénital de lumière n'est pas centré au milieu de la salle. Il y a un élément très important en fait dans la danse, c'est la question du repère. Si vous faites des salles parfaitement symétriques, lorsque les danseurs font des sauts, font des pirouettes, tournent, ils peuvent ne plus avoir de repère, donc ne plus être capables de faire un tour entier ou un tour et demi. Donc le fait de déparalyser, désymétriser la salle a un apport acoustique fondamental, mais aussi permet de pouvoir se repérer dans l'espace lorsque on fait des exercices autour de la danse. La réponse aux usages, qui est bien sûr un élément fondamental en architecture, c'est comment faire en sorte que lorsque les utilisateurs vont être dans l'espace, ils soient dans des conditions idéales, en l'occurrence ici, pour danser. Donc de ne pas avoir de son trop fort de la ventilation, de faire en sorte que la lumière soit diffuse, ne pas avoir d'éclairement direct. Donc on a des stores qui permettent de régler en fait les apports de lumière. On se retrouve ici dans la circulation principale au rez-de-chaussée bas. On retrouve le lien avec l'allée charretière. Ici on est légèrement en contrebas parce que là on donne sur la cour de récréation qui est en contrebas de l'allée. Donc on voit le lien visuel qui s'opère entre le dedans et le dehors. Et le principe de la circulation, c'était de traiter des espaces le plus large possible, parce qu'on a des classes entières qui viennent dans les différentes salles de formation musicale ou salles d'ensemble. Donc il fallait que ça soit le plus spacieux possible. Et comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place des alcôves. Quand on s'assied dans les alcôves, la perforation en fait, et puis le traitement en fait, de l'absorption acoustique fait que
on se retrouve dans une bulle acoustique qui permet potentiellement à un étudiant, un élève, de pouvoir se concentrer en fait sur une partition ou sur un chant, etc. Le principe de ces salles au rez-de-chaussée, c'est une porte donnant sur la circulation, un double châssis vitré qui permet une parfaite isolation acoustique, mais aussi de pouvoir voir si la salle est occupée ou ne l'est pas, pour éviter de déranger quelqu'un en entrant sans pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ces salles en fait, sont orientées sur à chaque fois un cadrage unique sur l'extérieur. La difficulté en fait, dans ce genre de salle, c'est l'extrême isolation acoustique. Donc on peut difficilement avoir des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment facilement. Donc on a pris le parti de dessiner une grande fenêtre, la plus grande possible, fixe, qui cadre sur, on le voit là, sur la végétation et sur le parc au fond de la cour. Cette fenêtre est dessinée en alignement en fait, avec les fenêtres de l'école existante. Elle a une proportion aussi à peu près similaire. Et c'est le principal apport de lumière. Il y a une spécificité au niveau du dessin de la fenêtre principale. C'est toute la question du rapport entre des lieux qui sont des lieux de concentration et une cour de récréation. C'est un gros enjeu. Le sol du bâtiment est plus bas que le niveau de la cour et les allèges sont assez hautes. Donc on le voit au niveau du cadrage de la fenêtre, on n'est pas en contact avec l'activité de la cour de récréation, mais plutôt, on a une vue plutôt qui est en contre-plongée et qui vient ouvrir sur une partie végétale qu'une zone active.